associé a par erreur supprimé notre logiciel. Et il a fait un gros contrôle A, supprimer tout, enregistrer sans faire exprès dans la mauvaise fenêtre. Moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Il était comme ça en train de paniquer, de faire une crise de panique devant son ordi. On voit la presse, toutes ces boîtes qui lèvent des fonds, on se dit c'est facile de lever des fonds, mais la réalité c'est que c'est extrêmement dur. En fait, j'avais complètement sous-estimé la difficulté de lever des fonds. Ça s'est joué à quelques mois près, à 2-3 mois près. Moi, je choisis d'entreprendre pour l'être libre, c'est-à-dire faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc j'ai perdu cette liberté. C'était le prix à payer pour l'exit. Quand on sort d'une période où on a vécu un peu dans le chaos permanent pendant 3 ans et on était tout le temps sous adrénaline, là, il faut se calmer un peu. C'est comme sortir de Montessori et retourner dans le public, quoi. Probablement, ouais, c'est un peu ça. Feuille blanche. Si vous voulez devenir millionnaire, il y a 2 secrets que je vous livre gratuitement. Le premier, c'est qu'il faut bosser. Si c'était facile, ça se serait. Le second, c'est de comprendre comment vendre l'entreprise qu'on a créée. Et pour ça, on vous partage des milliers de petits détails qui font la différence. Pas racontés par nous, mais par celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de leur aventure, jusqu'à l'exit. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Weiss. Il a vendu sa boîte Axel à la scale-up française Loomaps. Il a également participé ensuite à la session de Loomaps à Bridgepoint. Bienvenue dans Cash Out, Arnaud. Salut, merci de m'avoir ici. On est ravis de t'avoir avec nous, ravis de retrouver également Sacha Doliner. Salut Thomas. Managing partner, fondateur de la banque d'affaires Neumann, excellent cuisinier au demeurant également. Parfait pour cuisiner notre invité sur la session de sa boîte. Arnaud, jures-tu de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, sur la session de ta boîte? Je le jure. Eh ben écoute, ça n'engage que ceux qui y croient, mais j'y crois, merci. On envoie, comme toujours, Cash Out en musique avec 21 Savage, Red Rum. C'est parti. C'est dans... avec Jack Nicholson, ça, Red Rum. Oui, il a la ref. Ouais. C'est-à-dire Murder à l'envers. Pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, il parle latin, mémoire incroyable. Non, là vraiment, j'ai pas été aidé, je suis pas allé chercher, j'ai l'info. C'est The Shining, ouais, dans ouais, Shining, voilà. Red Rum. Tu vois, j'ai vraiment la ref. Ça, c'est la musique de Shining ? Non, ça c'est une chanteuse brésilienne. Donc rien à voir avec la ref de... Alors, ça vient après. En fait, ils ont samplé ça. Je connais pas, j'adore. C'est cool, hein? Ah ouais. Je croyais que c'est toi qui faisais wow. Thought a nigga said some G-block, all we know is red rum, red rum, red rum, red rum, red rum. G-block, all we know is red rum, red rum, red rum, red rum, red rum. Nigga, all we know is riding in the back, it's a May, 32 shots in the K, Marathon, I really run an A, Say you touch me, how sway, Graveyard, that's where I stay. Alors c'est la musique que tu as choisie pour nous parler de toi. Nous recevons peut-être un psychopathe et nous le découvrons en direct. C'est ça, plot twist, surprise. Non, j'ai choisi cette chanson parce que j'adore le mélange, j'adore l'éclectisme et là c'est typique, c'est une référence cinématographique, voilà, comme on disait, The Shining. Ça commence par un sample qui est une chanteuse brésilienne qui chante en latin. Enfin bref, je trouve cette chanson magnétique et qu'elle a une super énergie. Ah ouais, grave. Et j'espère qu'on va garder la même énergie ensemble pendant à peu près 1h30, 2 heures. Donc je disais, tu as vendu Axel à Loomaps. Si je dis pas de bêtises, entre 5 et 10 millions d'euros. Effectivement, on peut pas partager les montants, mais c'est dans cet ordre de grandeur, ouais. Ok. Bon, comme beaucoup d'invités, on n'a pas le chiffre exact, mais on sait que ça fait pas tout. On a toujours de bonnes infos. On a des bonnes infos.
Tu as participé aussi, donc, une fois que la boîte était vendue, à la nouvelle session de Loomaps qui t'a acquis à Bridgepoint. Là, on va se concentrer sur vraiment les phases clés de la vente de ta boîte. On va revenir quand même sur les débuts. En plus, ça allait très vite. Ça a été vendu 3-4 ans après le lancement. C'est ça. Donc, il n'y en a pas 10 000. Je crois que le dernier épisode, c'était le cas. Mais la réalité, c'est que souvent, ça prend plus de temps. Mais avant ça, une question que j'ai dit que je poserai maintenant à tous les invités. Je vais commencer par ça. Est-ce que tu regrettes ? Non. À aucun moment. Aucun moment. Eh ben, on envoie officiellement ton cash out avec le jour de la signature, celui où il y a un avant, un après. Tu vas vendre donc pour quelques millions d'euros avec tes associés à Loomaps. Et on va ouvrir les yeux avec toi ce jour J en musique. Love Like a Sunset. Part 2 pour les fins connaisseurs. Tout à fait. Wolfgang Amadeus Phoenix. Encore un beau mélange. C'est ça. Tu peux parler par-dessus ou pas ? Ouais. Alors là, tu te réveilles. Raconte-nous, on est à ta place, première personne. Ouais, c'est ça. Bah, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, de la résolution de beaucoup de tensions aussi, puisque une négociation, c'est beaucoup de tensions forcément. Et voilà, c'est un poids sur mes épaules qui s'enlève aussi, parce qu'en tant que cofondateur et CEO, si ça foirait, c'était moi le responsable. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc voilà, je dirais que c'était un immense soulagement, un moment d'euphorie avec mes associés et aussi le reste de l'équipe. Et voilà, c'était que du bonheur, je dirais. T'étais déjà soulagé au réveil ? Je sais pas si au réveil j'étais soulagé, mais en tout cas, ouais, c'était un sentiment que j'ai ressenti pendant une bonne partie de la journée. Et donc au réveil, en commençant ta journée, t'avais pas une pression, t'avais pas une angoisse, un stress Une fois que c'était signé... t'as signé pendant la journée, si je dis pas de bêtises. Ah ok, tu le prends comme ça. On va te refaire tes 24 heures. Ah ouais, c'est important. C'est important de savoir ce que tu as ressenti quand tu t'es levé ce jour-là. C'est un jour important dans la vie d'un entrepreneur. Là, c'était en mode il faut finir, quoi. On est là pour signer. Je me souviens, c'était donc l'équipe Loomaps qui était venue à nos bureaux à l'époque. Vous êtes où ? On était à Station F. Ok. Donc c'était bon, on est là pour closer, normalement ça va bien se passer, mais... Donc tu te réveilles chez toi. Je me réveille déterminé. Pas plus de café que d'habitude. Pas plus de café que d'habitude, mais voilà, je commence mes journées souvent par du sport, donc c'était pareil, petite session de sport, et petite course à pied, petit passage à la salle, et c'est parti, à Station F. T'as fait ta journée comme d'habitude, quoi. J'ai fait ma journée comme d'habitude. Et donc... C'est la première fois, je crois qu'on a... Donc, c'est un closing qui a eu lieu à Station F. Oui, c'est ça. D'accord, c'est la première fois, non ? À l'antenne, oui. Ouais. À l'antenne, oui. Et ils viennent à toi. T'as prévu quelque chose de particulier pour ce moment particulier, ou tu réserves une salle lambda ? Oui, on réserve une salle. On a la chance d'avoir des boardrooms à Station F qu'on peut réserver. Donc, on a pris une. On a fait toute la partie closing et après un petit moment de convivialité. Voilà. On va faire le premier épisode qui dure 20 minutes. Moi, je veux du détail. Ouais, écoute. Ils arrivent. Non, mais tu t'as évoqué des moments de tension inhérents à n'importe quelle session de boîte. Mm-hmm. Bon, malgré tout, tout le monde vient avec un objectif, c'est de conclure le deal. Bien sûr. En fait, je pense que le closing, c'est un peu... quand tu te rends compte pour signer, c'est tout le travail a déjà été fait, en fait. Le plus dur a déjà été fait. Il y a un petit côté un peu symbolique. Nous, il y avait rien de... Il n'y avait pas de... Il n'y a plus de sujet à négo. Il n'y avait plus de sujet à négo, en gros. C'était seulement pour la partie symbolique et conclure le truc. Mais ouais, non, c'est pour ça que nous, c'est un peu anticlimatique comme histoire de closing. Mais on n'a pas eu de friction particulière, d'événement particulier le jour du closing. Il y a qui de chez Loomaps autour de la table qui vient jusqu'à vous ? Le CEO, Sébastien Ricard, notamment, et le directeur du Corporate Development, Sébastien Liègre. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, c'est des gens super.
Et ben, on va sûrement parler d'eux à plein de moments. De votre côté, vous êtes combien d'associés ? On est 3 associés. Ouais. Et il y a que vous autour de la table. T'as les avocats, j'imagine. Tout à fait. On a eu la chance d'être Conseil, accompagné ouais. par Bol d'avocats, Ouais. Elam, qui est vraiment top, Ok. qui nous a beaucoup aidé. Bonjour à elle, bonjour à son Ouais, associé c'est ça. Serge. Son Serge qui a aidé par la associé. suite. Oh là là, c'est plus difficile que dire je suis passé chez Soch Chez Sacha. ou chez Sacha. Bon, salut Serge. Et vous vous êtes vu avec tes associés avant le closing ? Ou vous êtes arrivés comme ça tous Oui, les trois oui, on s'est vu. Mais en fait, on Vous était, êtes dit on quoi, vivait, on s'est dit quoi ? On s'est dit, bah, ça y est, enfin. On a vécu à huis clos presque pendant la phase de pré-closing. On était tout le temps ensemble, quoi, pour résoudre les sujets, avancer sur les points, s'aligner, tout ça. Donc, on était. Ok, on va aller après dans les détails. Les Ouais, négos bah oui, et, carrément. puis les discussions entre associés, peut-être l'annonce aux équipes aussi. Vous signez, ça va vite, relativement vite. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Il se passe quoi une fois que tu prends ton... Alors, c'était peut-être Avant en que l'encre électronique. soit sèche. Il n'y a pas d'encre, tu cliques. C'est ça, a priori. Oui, c'est ça. Dans la tête, là, tu as cliqué. Ouais. Avant de cliquer, je suis obligé de revenir et t'obliger à te remémorer vraiment l'ambiance, le ressenti, mais il y a un dernier truc qui se passe dans la tête. T'as le doigt qui tremblote avant de cliquer sur. Non, en vrai, je savais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi je le faisais. Voilà, on pourra en parler un peu davantage, mais à la base, moi, j'étais pas forcément pour vendre. Mes associés étaient plus enthousiastes. Donc on s'était bien alignés avant, on avait bien discuté. Donc le moment où il a fallu appuyer sur le bouton, je savais pourquoi je le faisais. Oui, t'avais accepté l'idée de Voilà, vendre. c'est ça, j'avais accepté l'idée. J'étais dans l'esprit de vendre, donc il n'y a pas d'hésitation. Tu cliques. J'imagine un petit moment de célébration générale. C'est ça. C'est quoi la suite ? Vous quittez les deux Sébastien, du coup, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Vous quittez les deux Sébastien, vous poursuivez avec eux. On a poursuivi avec eux, on leur a fait faire un petit tour à Station F, on leur a fait rencontrer nos équipes aussi. C'est là l'annonce ? Oui, c'est ça. Et alors, vous annoncez comment ? Vous avez préparé ça ensemble pour dire quel mot on utilise, qui parle, qu'est-ce que nous, on dit en tant que 3 associés fondateurs à nos équipes, et puis qu'est-ce que Sébastien, le CEO de Loomapps, a aussi partagé. Bien sûr. Donc, tout ça est prêt. Tout ça est prêt. Loomapps, ils sont très forts pour intégrer correctement les boîtes qui rachètent. Parce qu'on a beaucoup de sociétés qui font des rachats et après, c'est la cata. Tous les anciens employés de la société rachetée partent, etc. Donc, ils sont très minutieux sur la préparation de l'intégration et sur le suivi de l'intégration. Donc là, il y a tous les éléments de langage qui avaient été préparés. Nous aussi, on avait préparé les membres clés de l'équipe avant l'annonce. Donc, c'était quand même assez bien cadencé, on va dire. Donc, justement, alors, je pense qu'on va le découvrir un peu tout au long de l'épisode, mais c'est important et c'est pas si courant d'entendre un entrepreneur qui a vendu sa boîte, même si tu vas nous expliquer les sujets de tension, de négo évidents, mais que tu as un repreneur qui est ultra préparé à racheter des boîtes, mais pas qu'à les racheter, à les intégrer. Et donc, ça va se jouer, j'imagine, sur plein de micro-détails, à commencer par l'annonce aux équipes. Donc, qu'est-ce qui est préparé ? Tu parles d'éléments de langage, c'est un nom qu'on utilise pour tout, mais c'est quoi les points clés que vous voulez vous partager, que eux veulent partager aux équipes ? En fait, on voulait expliquer pourquoi, la rationalité derrière ce rapprochement, et c'était assez logique parce qu'on avait des clients en commun, beaucoup de grands groupes en commun dans notre portefeuille de clients. On avait une culture commune. Et du point de vue tech et produit, pareil, puisqu'on utilise les mêmes langages de programmation, les mêmes fournisseurs, tout ça. Donc, le rapprochement était assez logique. Donc, on a développé ces points-là. On l'a expliqué aux équipes et ça a été bien accepté. Donc, déjà, bien expliquer le pourquoi. Peut-être commencer... Start with the why, comme on dit. Ouais, mais ça marche pour tout. Hein. Ouais, c'est sûr. Dans la vie en général aussi. Et puis après, il y a, j'imagine, aussi quand même à minima un bout du comment. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour les équipes, même d'un point de vue géographique, hein, c'est tout bête, mais est-ce qu'on reste chez Station F ? Est-ce qu'on va chez Loomapps avec leurs équipes ? Tout à fait. Expliquer les prochaines étapes.
qu'est-ce qui va se passer pour chacun aussi derrière, parce Ouais. que tout le monde, les employés, quand ils entendent se ça, ils questionnent. paniquent un Bah peu, ouais. qu'est-ce qui va m'arriver, à quelle sauce je vais être mangé, donc il faut rassurer là-dessus. Et donc, Là-dessus, pardon, je t'arrête Arnaud. Toutes ces questions que peuvent se poser, c'est normal, les collaborateurs à qui vous annoncez, ils les posent tout de suite en direct ou il y a des questions qui arrivent quand même après coup, le temps que les gens se projettent, imaginent, se questionnent, discutent entre eux avec des nouvelles questions qui arrivent. ouais, les deux. Ouais. C'est vrai que sur le moment, tout le monde est un peu étourdi, ce qui est normal, Ouais. quand on s'y attend pas forcément. Donc les questions viennent pas tout de suite, mais c'est après, ils se projettent, est-ce que je vais avoir un nouveau manager, est-ce que je vais pouvoir rester à Station F, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc voilà, ça arrive souvent après, oui. Rappelle-moi l'année de vente. C'est 2022. Donc il y a déjà quand même la loi Hamon, tout ça. Ouais, c'est vieux, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Qui normalement impose à prévenir en amont les équipes. Là, il n'y a pas eu le... Comme je disais, en fait, il y a un peu une préparation Ouais. avant. On leur a partagé des éléments, mais là, ils savent tout, quoi. Vraiment, Ouais, c'est ok. c'est quoi la timeline, c'est quoi comme je disais, les bureaux, comment ça va se passer, les postes, les équipes, comment va se faire ce qu'on appelle la PMI, Post-Merger Integration, tout ça. Et il y a des questions qu'on t'a posées auxquelles tu n'avais évidemment pas pensé. On est un peu toujours égocentrique quand on est... pas égocentrique quand on est entrepreneur, mais on est très focalisé sur sa boîte. Donc moi, je m'attendais à plein de questions sur le produit va devenir quoi, etc. Et c'est vrai que ça m'avait un peu désarçonné de voir que c'est vrai que l'essentiel des questions était aussi beaucoup sur eux, et c'est normal, parce que voilà, c'est Bien sûr. une Ouais. inquiétude sur qu'est-ce qui nous attend quand on est racheté. Et on va parler de la suite. Donc il y a cette annonce aux équipes. Vous finissez comment votre journée? On va boire de l'alcool. Avec c'était- modération. Ouais, T'as ouais. commencé la journée par du sport et tu l'as terminé en buvant de l'alcool. C'est souvent comme ça. Ouais. Faut compenser. C'est ça, exactement. C'est plus difficile dans le sens contraire. Hein. Ouais. Enfin, je crois. Je bois pas d'alcool ou je fais Ou pas tu de fais pas sport. de sport. Donc ouais, vous partez avec les associés, avec côté Loomaps aussi, vous allez boire des coups ou là vous Non, vous c'était chacun de retrouvez notre quand côté. même ouais, entre ouais. associés C'est ça. pour marquer ces 3 ans et quel commun passé à développer Axel quoi. Exactement. Et vous faites un truc exceptionnel ce soir-là ou c'est le bar qui est au coin de la rue dans lequel Non, rien d'exceptionnel, parce qu'on était lessivés. C'était après des semaines De d'ascenseur négo, émotionnel, donc on n'a pas fait long feu, mais ouais, c'était un peu plus basique. Mais après, on a fait une vraie fête, par contre. On en parle à la fin. On en parle à la fin. ouais. D'accord, no spoil. Mais là, dans ce verre entre associés, pour l'avoir vécu, je projette assez bien comment ça peut se passer. Vous dites quoi? On se dit, c'est incroyable, c'est trop cool. Là, on était euphorique parce que on a vécu des moments très durs aussi. On a cru qu'on allait couler la boîte. On a failli couler la boîte plusieurs fois. Parce qu'on n'est pas forcément des entrepreneurs très expérimentés. C'était ma deuxième boîte. Ma première boîte, j'étais étudiant dans le consumer, etc. Donc, voilà, c'était un peu le rêve pour nous aussi de vendre une boîte. Ouais. Donc, on était très, très contents et on s'est rappelé les moments difficiles aussi. Ouais, mais c'est ça, tu refais l'histoire. quoi. C'est ça. Rappel d'anecdotes, les débuts. Et merci de partager aussi le fait que, en fait, là, oui, à la fin, t'es là, et d'ailleurs, on est dans Cash Out pour parler des ventes des boîtes, mais que ça se fait pendant un claquement de doigts, et puis que des fois, ça tient à un fil. Ça tient à rien. On parlera des 2-3 trucs qui vous est arrivé, si tu veux bien. Ouais, carrément, Parce que avec plaisir. c'est aussi des bons learnings. Si on a fini sur cette journée, vous avez fini lessivé, et on va faire un gros flashback justement sur les débuts d'Axel et Allez. peut-être raconter, partager ces petits moments où vous êtes passé à 2 doigts de la fin. Carrément. Et on poursuit avec l'homme pâle, évidemment. D'accord. On parlera après. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du
showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Tu connaissais ça ou pas? Ouais, elle fait écho à tellement de choses. Ah, ça, c'est... Il y a plein de micro-mots, Ouais. d'expressions. Ouais, je confirme. Je veux bien que tu développes. Parce qu'en fait, là, c'est pour parler des débuts de l'aventure. Et à la fois, c'est les débuts, mais avec le recul de la fin. Et t'es allé au bout, t'as vendu ta boîte. C'est ça. Donc, il y a des choses qui fondamentalement changent pas chez toi. T'es toujours le même. T'es passé, tu l'as dit tout à l'heure, à 2 doigts, 3 doigts de planter la boîte plusieurs fois. Finalement, t'as réussi. Ouais. Non, mais comme tu dis, il y a plein de paroles dans cette chanson qui font écho à des choses qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Déjà, il y a l'ambition. Il dit mourir au sommet comme King Kong. Voilà, ce côté très conquérant dans lequel je me retrouve. C'est l'envie de s'arracher de sa condition sociale, de son milieu social par le travail, par l'entrepreneuriat. Il y a le côté les personnes qui te snobent quand t'es personne, quand tu démarres. Il y a plein de gens qui sont là, qu'est-ce qu'il fait, n'importe quoi, voilà. Et après, quand tu réussis, ils te mangent dans la main. Et ça a été un de mes petits plaisirs quand j'ai Et vendu c'est la les boîte. mêmes. C'est les mêmes, c'est les Ouais. mêmes. Et ça a été un de mes petits plaisirs là, quand j'ai vendu la boîte, de recroiser ces gens-là qui m'ont snobé ou qui n'ont pas cru en moi. Et voilà. C'est... je cherche les bons mots pour ma question, mais certains seraient revanchards, d'autres snoberaient à leur tour, d'autres mettraient de côté en se disant ces gens-là ne valent pas le coup. Ça a été quoi, toi, ou juste, bah écoute, maintenant tu t'intéresses à moi, bah tant mieux, t'as peut-être été con avant. Oui, non, on est tous humains. Voilà, je peux comprendre aussi. Au début, en plus, c'est vrai que quand je démarrais, je ne savais pas monter de boîte. Je pouvais avoir un discours un peu incohérent, faire des conneries dans mon début de boîte. Donc, je comprends le sentiment des gens et j'ai pas de... Mais ça, c'est les autres. Ça, c'est comment les autres te voient au début quand tu crées une boîte. En fait, ils ont d'une certaine façon pas confiance en toi. Mais toi, à ce moment-là, quand tu crées la boîte, quand tu démarres, tu avais déjà une autre expérience avant. Comment tu sens ce niveau de confiance? Tu y crois à fond ou t'es quel genre d'entrepreneur? Parce que il y a des entrepreneurs qui doutent beaucoup, mais ça les fait avancer, ça les fait se remettre en question. Il y a des entrepreneurs qui vont pas douter du tout. Toi, t'es comment à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens de cette période? En fait, ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime monter des projets et j'ai pas du tout peur de l'échec. Enfin, en tout cas, au moment de me lancer, je sais que quoi qu'il arrive, on va apprendre des choses. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais voilà, c'est le voyage qui est plus important que la destination. Ouais. C'est très vrai, c'est le voyage qui est plus important que la destination. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une rencontre avec soi-même. Et donc, en fait, j'avais pas... Niveau confiance en moi, je savais que j'avais des choses à apprendre. Je savais que j'étais personne et que j'allais devoir me faire un nom. J'allais devoir développer plein de nouvelles compétences. Mais voilà, j'étais confiant dans le fait qu'on allait pouvoir y arriver. J'avais confiance dans mes associés qui sont des gens super. Donc, j'avais confiance dans le fait qu'on pouvait y arriver, qu'on pouvait faire quelque chose de cool. Tes associés que tu connaissais déjà? Ouais, en fait, mon premier associé, mon CTO, c'était un ami d'école, un ami de l'université, avec qui j'avais déjà essayé de lancer une boîte quand on était étudiant dans le secteur d'éducation. On a fait une application pour réviser le bac pour les lycéens en début des applications iPhone. Et mon deuxième associé, c'était un collègue de travail que j'avais rencontré dans le conseil, qui était aussi un gars super, et donc j'avais gardé contact avec lui après. Et peu après qu'on ait monté la boîte avec donc le CTO, je lui ai proposé de nous rejoindre. Tu peux mettre des prénoms comme ça, on arrive au fil de l'histoire, on saura de qui tu parles. Donc Antoine est le CTO et Karim est le COO. Le projet, parce qu'on n'a pas dit ce qu'était Axel, on n'a pas dit ce que vous faisiez qui a justement intéressé Loomaps.
Alors peut-être qu'en 3 ans, ça a un peu bougé entre le projet de départ, Non, comme non, pas du souvent. tout. Jamais. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Mais c'est quoi le projet de départ et c'est quoi, au moment de la vente, cette boîte? Ouais. Alors, je pourrais te dire que j'ai eu une révélation, une idée magistrale, etc. En réalité, la réalité de comment on a commencé ce projet-là, c'est après avoir été diplômé, j'ai fait du conseil. Parce que je ne savais même pas que le conseil existait 2 ans avant de travailler dedans. C'était quelque chose, je ne savais même pas qu'il y ait des gens qui faisaient ça. Mais c'est rigolo, je me souviens, j'avais été appâté parce qu'ils avaient organisé un apéro pour les diplômés, étudiants, enfin voilà, ouais. les futurs diplômés de mon université. Donc j'y étais allé et la nourriture était bonne, les gens étaient sympas. Donc j'ai laissé un CV. Donc je me retrouve à 23 ans consultant et c'est une expérience qui m'a dégoûté du monde du travail. non, qui m'a... j'ai énormément appris, mais c'est un modèle très hiérarchique qui rappelle un peu l'armée. C'est des gens qui sont très, très conformistes. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je suis plutôt anticonformiste comme personne, comme garçon. Et donc, j'étais dans l'optique de me dire, dès que je peux, je pars. Et dès que je peux, je recrée une boîte. Enfin, je réessaye l'entrepreneuriat, parce que j'ai déjà essayé quand j'étais étudiant. Et en fait, mon premier projet était dans l'éducation, et c'est assez proche des ressources humaines. Donc, on a un peu brainstormé. C'est avec mon premier associé Antoine, on s'est dit, on s'en fout, on démissionne, on tente un truc. Et on va trouver une idée. On verra après, quoi. Voilà, moi je suis un peu du genre, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, peu importe le projet, peu importe l'idée pourvu qu'on monte une boîte et qu'on s'éclate. Donc là, c'était un peu ça. Donc on a itéré et on est arrivé sur c'était le début des technologies des chatbots, en fait. Donc il y a un truc à faire là-dedans, dans la formation, dans les RH, etc. On n'était pas encore du tout aux IA, ChatGPT, ça n'existait pas. Et donc on s'est retrouvé à faire un peu un Zapier des ressources humaines qui permettait en fait de créer des workflows. C'est-à-dire les RH pouvaient automatiser des tâches qui avant leur prenaient du temps. Par exemple, on onboardait un nouvel employé, ça allait automatiquement commander l'ordi, créer son profil dans les systèmes, dans la paye, etc. Tout ça. Donc c'était un logiciel d'automatisation pour les RH. Interconnecté, Voilà, interconnectable exactement. Ça, c'est le projet de départ. Ça, c'est le projet. En fait, je C'est dirais un pas que c'est le mélange projet de départ, ouais. mais c'est la vision qu'on a développée et qu'on a affinée au fil des années. Effectivement, les spécificités, c'était qu'on était intégré à tout l'écosystème d'outils RH et qu'on n'ajoutait pas d'outils en plus. On délivrait l'expérience pour l'utilisateur final, qui était l'employé, directement dans Slack, dans Google Teams, etc. Et un jour dans Loomaps. Et un jour dans Loomaps, effectivement. Tu parlais des moments où en fait c'était à 2 doigts de planter. Ouais. Il y en a 3, je crois. Il y en a plein. Mais tu m'en avais partagé 3. Ouais, Il y en a je peux t'en partager quelques-uns. Il y en a un, en fait, ça faisait quelques mois qu'on existait, qu'on avait créé la boîte. On était super excités parce qu'on avait signé nos premiers clients, nos premiers gros contrats. Et donc, on était en train de déployer la plateforme. Et en fait, mon associé a par erreur supprimé notre logiciel. En fait, il avait 2 fenêtres, une avec le code en prod et une avec le code un peu test, etc. Et il a fait un gros contrôle A, supprimer tout, enregistrer sans faire exprès dans la mauvaise fenêtre. Donc là, il a commencé à faire une syncope devant son ordi. Mais purée, tu m'étonnes. Voilà, donc moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Il était comme ça en train de paniquer, de faire une crise de panique devant son ordi. J'ai mis du temps à le calmer et à essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, il m'a expliqué tout ça. Donc là, on est passé en mode commando pour essayer de récupérer le code, les données, tout ça. Bon, heureusement, il y a toujours des backups. On a réussi à... Mais du coup, quand tu arrives à récupérer, tu récupères avec quelques jours, semaines... non, c'était quelques heures. En fait, heures. On avait perdu des données de clients pendant quelques heures. C'était pas la fin du monde. Voilà, quand on démarre une relation et qu'on a nos premiers clients qui nous font confiance, alors bien sûr, on est pétrifié et on était pas content, mais on a réussi à communiquer et ils étaient très compréhensifs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sympas avec les entrepreneurs qui se lancent. C'est surtout ton associé que tu as dû récupérer à ce moment-là. Ouais, c'est mon associé qui se sentait super mal. Et ça, j'imagine, ça crée des liens particuliers, ce genre de situation, non ? Ça dépend comment tu réagis. Ouais, en fait, ça crée des liens forts et c'est sûr, moi j'ai fait plein de conneries aussi et je l'ai pas du tout blâmé pour ça. On apprend en marchant, donc il n'y a pas eu de souci. Mais oui, je pense, vous le savez, vous recrutez, enfin, vous recevez beaucoup d'entrepreneurs sur le podcast. Le point le plus important, c'est l'équipe de cofondateurs. Je crois que c'est un pack d'associés, c'est en moyenne plus long qu'un mariage maintenant. Donc, il faut bien les choisir. Et en
En fait, l'idée, le projet évolue tellement que c'est pas vraiment ça qui fait la différence. Mais la confiance qu'on a les uns pour les autres, ça s'écrit pas dans un pacte d'associés. C'est ça, exactement. Ça se vit au quotidien. C'est ça. Tu mets le doigt sur un point qui est hyper important. Si on me demande souvent, ah oui, regarde le pacte d'associés, il faut que je prévoie, là, s'il se passe ça, alors ça. En fait, si vous en êtes à utiliser le pacte d'associés pour discuter de ces points-là, c'est déjà fini pour moi. C'est trop tard. Alors, il faut prévoir le pire. Il faut l'avoir, bien sûr. Mais c'est pas le sujet, quoi. Donc ça, c'est à deux doigts de planter si vous récupériez pas le logiciel. C'est ça. Il y a eu des moments encore plus chauds. Des moments encore plus chauds, bah ouais, on a eu un moment aussi, une faille de sécurité qui nous a mis en difficulté par rapport à un client, où là, pareil, on a paniqué, etc. Mais au final, bon, ça c'est plutôt bien résolu. Et après, il y a le stress financier. Voilà, on avait aussi prévu une levée et ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est vrai qu'il y a un peu... Il y a un peu un écart entre ce qu'on voit la presse, toutes ces boîtes qui lèvent des fonds, on se dit « Ah bah c'est facile de lever des fonds », mais la réalité, c'est que c'est extrêmement dur. Ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout quand on est un first-time entrepreneur, quand c'est notre premier projet, qu'on a déjà vendu une boîte, c'est un peu différent, donc on a un peu plus de bouteilles. On parlera tout à l'heure de ta nouvelle boîte. Ouais, mais en fait, j'avais complètement sous-estimé la difficulté de lever des fonds, et donc on s'est retrouvé dans une situation... de cash très tendu. De cash tendu, c'est ça. Ça s'est joué à... T'avais combien devant toi? Ça en s'est euros, joué, ouais, bien sûr, temps. non, mais ça s'est joué à quelques mois près, quoi. À 2-3 mois près. C'est serré. Ouais. Au moment, et on va rentrer là dans la phase où vont commencer à se jouer les premières négos, les rencontres avec Loomap, peut-être que vous avez eu d'autres propositions aussi dont on peut parler. Au moment où vous allez entamer cette phase, la boîte, elle fait combien de chiffre d'affaires, quelle typologie de clients, quel marché? En fait, nous, c'était quand même assez tôt dans l'aventure qu'on a été contacté par l'UMAPS pour ce rachat. L'UMAPS, il rachète que des boîtes qui ne veulent pas se vendre. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne philosophie. Nous, on était en fait en plein développement. On venait de conclure notre première levée de fonds de 1 million d'euros. On avait recruté... on avait une quinzaine de clients, plutôt des grands groupes, Air Liquide, Veolia, Renault, etc. On était dans un objectif de réaliser le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a été approché par l'UMAPS pour être acheté. Attends, on en parle tout de suite. On en parle tout de suite. Beaucoup de rap dans ma playlist. Beaucoup de rap. Plutôt bon. Now let me break it down for your numbskulls. Terror go so hard and make you and your folks go dumb. Like me amigos from the west. We off our meds and flicking fools like cigarettes. What's next? Ain't got a plan, man. What you thinking? I'm in the back and my pocket still stankin' from the endo I got at the shot of the block. I kinda wanna stop, but I might get popped. And yo, I never been played by a bop. Hoes too quick to homie hop and get the crotch rock. Who'd stop? With one word, I got these nerds hot. And all these nerd birds flock like I'm throwing seeds in a lot. Anyway, moving on. I come up with this shit so quick, you're gonna wanna put a helmet on. Cause at the crack of dawn, I'll be on your lawn. Dropping off packages just like the Unabomb. I'm blowing up your crib and the fishes out the pond. I spare your mom, so you can see me when I tug a thong. In hindsight, it's probably wrong. But who got the mic? Yeah, that's right, now sing along. What you wanna do? What you gonna do? What you wanna do? Ain't nothing but a re-thing, baby. What you wanna do? What you gonna do? What you wanna do? Ain't nothing finna do it my way. What you wanna do? What you gonna do? What you gonna do? Ain't shit, I'm finna spend my chips. Je refais ma culture musicale avec toi. Donc c'est eux qui appellent. Ouais, en fait, ça c'est un conseil que je donne souvent aux entrepreneurs. C'est important de créer des relations avec les gens qui peuvent vous racheter un jour. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les personnes qui sont très désagréables avec leurs concurrents, parce qu'un jour les concurrents ils peuvent te racheter en fait. Ça peut être des partenaires aussi. Tips. Donc, ouais, c'est ça. Petit tips, soyez sympa avec les concurrents, ouais. Et c'est des gens comme vous qui ont le même, en général, le même ADN. Donc nous, en fait, Plumap, c'est vrai que ça fait un moment qu'on leur parlait. On faisait un point tous les trimestres, un petit catch-up tous les trimestres avec Sébastien Liac, leur directeur du Corp Dev.
Et en fait, à un moment, on a fait notre point habituel et je lui ai montré la nouvelle version de la plateforme. En fait, c'était exactement ce qu'ils essayaient de construire eux aussi. Donc, nous, on avait passé des mois et des mois à comprendre quel était le bon format, qu'est-ce que les utilisateurs attendaient. On l'avait testé avec des vrais utilisateurs, des vrais clients. Et donc, en fait, c'était un accélérateur pour eux de pouvoir prendre nos technologies. Donc tu les considères à l'époque comme des concurrents ou plutôt... Des partenaires. Ouais. Surtout, ils étaient beaucoup plus avancés que nous en termes de revenus. C'était déjà une grosse scale-up qui avait levé des dizaines de millions. Et... Sur certains clients, vous étiez en compète ou plutôt intégré à une solution comme l'UMAPS? Plutôt intégré. Ouais. L'UMAPS, c'était vraiment il n'était pas du tout le même type de logiciel. C'était un intranet et nous, c'était un logiciel RH, pur et dur. Et donc, tu n'as pas peur de leur présenter tes innovations? Non, pareil, là aussi, je pense qu'il y a un côté... c'est comme les entrepreneurs qui ont peur de parler de leur idée avant de mettre en place. Les idées n'ont aucune valeur. En vrai, c'est pas non plus la rocket science qu'on fait. Et voilà, ils sont 100 ingénieurs. L'UMAPS, s'ils veulent le reproduire, ils le reproduiront, quoi. Ou pas. Ou même s'ils ont 100 ingénieurs, ils le reproduiront pas parce que... Ou pas comme ça, ouais. Ils n'ont pas l'agilité potentiellement, c'est sûr. Ouais. Et, ouais. Donc, tu leur présentes ça. Ouais. J'imagine qu'il te dit pas tout de suite quelque chose qui va laisser deviner qu'il va y avoir un intérêt de rachat pendant cette présentation, que c'est déjà le cas, et là tu as la phrase qui... Alors j'ai vu ses yeux s'allumer quand même quand j'ai montré ça, et il m'a dit je te rappelle demain. Je te rappelle, bon ok, tu me rappelles demain, très bien. Moi j'étais pas du tout dans une optique de vendre, où ça m'avait même pas traversé l'esprit, pour être honnête, puisqu'on était dans cette phase un peu de développement. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit « Ouais, Arnaud, vous coûtez combien ?» Je dis « Comment ça on coûte combien? De quoi tu me parles? Tu veux mon salaire? Tu me parles en MRR? Ouais, non, mais j'ai pas compris la question, quoi. Et il me dit « Non, mais si on vous rachète, c'est combien ?» Je dis « Putain, j'en sais rien du tout. » Voilà, la dernière levée, la valo, c'était ça. Je lui dis une fourchette un peu au pif, quoi. Il m'a dit, bah, écoute, peut-être qu'on peut s'arranger, on en discute. Et... Ouais, mais là, du coup, ça veut dire, si tu dis ça, si tu donnes une fourchette, même une fourchette vague, etc., ça veut dire quand même que t'es vendeur. Enfin, t'es open, en tout cas. En fait, je pensais pas que c'était sérieux. D'accord, ok. Enfin, je sais pas si j'étais... Ouais, t'avais le truc comme un truc irréel, quoi. Ouais, en fait, moi, j'étais pas du tout dans l'optique de vendre à ce moment-là. J'étais obsédé par aller construire le meilleur produit, aller signer des clients et tout. Ouais. Et je comprenais pas trop ce qu'il me voulait, presque, quoi. Et c'est là quand il m'a rappelé pour dire voilà, on va avoir une discussion, est-ce que vous êtes dans l'optique de vendre, etc. Là, j'ai vraiment réalisé le truc. D'ailleurs, c'était une connerie de dire direct un prix, d'ailleurs, une fourchette. J'ai appris au fur et à mesure. Ouais, tips, j'ai appris à mes dépens. Alors, ouais, justement, si on reste sur ce point-là, au moment où tu annonces un montant, une fourchette de montant, et du coup, je comprends quand tu dis on n'aurait peut-être pas dû, ça t'a peut-être cornerisé dans la fourchette. Néanmoins, au moment où tu le dis, est-ce que tu as l'impression de surévaluer un peu ce que tu pourrais attendre, ou très naïvement, tu donnes une fourchette Très naïvement. Okay. En fait, je m'étais pas penché sur le sujet, donc j'ai aucune idée de comment on calcule la valorisation d'une boîte à notre stade, etc. Ouais. Mais là, à ce stade-là, tu disais tout à l'heure, moi, j'étais pas trop vendeur. Mes associés étaient open, enfin, étaient plutôt vendeurs, c'est ça? Après coup, au moment où ça va se... En gros, donc là, je comprends que c'est sérieux. Je vais chercher mes associés. Bon, écoutez les gars, voilà, il y a l'UMAPS qui veut savoir, qui veut entrer dans une discussion pour nous racheter. Il faut qu'on en discute. Voilà les paramètres, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Donc là, on a la discussion. Attends, ok. Première réaction, c'est quoi? Première réaction, c'est l'excitation. Ah, trop bien, mais non. Incroyable et tout. Et non, ils étaient excités, quoi. Et moi, j'étais pas dans la perspective de vendre parce qu'on est de lever des fonds, on était en plein développement. Voilà, pour moi, c'était le début, en gros. On commençait à trouvé notre product market fit, on avait des beaux clients, il y avait une belle histoire à écrire. J'étais en vrai, non, quoi. Et par contre, c'est vrai que mes deux associés étaient
surtout mon associé technique. Lui, en fait, c'est un développeur qui s'est formé lui-même. Il a étudié des sciences humaines comme moi. Ok. On était à l'université ensemble et donc il s'est formé, appris, il a appris sur le tas. Et donc, on fait des conneries quand on fait une boîte, techniquement, quoi qu'il arrive. Mais là, on a fait encore plus de conneries. On a vraiment appris en marchant. Et donc, c'est vrai que ça l'a un peu épuisé. Psychologiquement, c'était dur. On a tout cassé, tout jeté à la poubelle 2-3 fois déjà. Ça fait 3 ans et demi qu'on existait. C'est normal, c'est partie du processus de la construction d'une boîte. Mais... Et tu as à la fois cet épuisement et quand même, à un moment, une boîte comme l'UMAPS, qui a, tu disais, 200 ingénieurs qui s'intéressent à ce que vous avez développé. Donc, je suis fatigué, mais petit boost d'ego de autodidacte sur le code. On a créé un truc qui est propre. C'est ça, exactement. Et cette conjonction de ces 2 éléments-là, il était un peu fatigué et aussi, comme tu disais, cet ego boost et la possibilité de pouvoir travailler avec une grosse équipe d'ingénieurs, parce que ce que nous a aussi promis l'UMAPS qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, les gars, on est à fond avec votre vision, on est à fond avec vous sur cette vision produit, on va vous donner les moyens de réussir, on va vous donner, on va vous recruter, vous allez pouvoir recruter des gens, monter une équipe plus étoffée, on va vous ouvrir notre portefeuille de clients, vous allez pouvoir derrière les prospecter, leur vendre votre produit. Aujourd'hui, vous avez quelques dizaines de milliers d'utilisateurs qui l'utilisent. Demain, nous, on a des millions d'utilisateurs, des dizaines de millions. Vous allez avoir des dizaines de millions qui utilisent votre produit. Et ça, c'est quand même cool. Ah bah ouais. Mais ça, j'imagine que... c'est ce que tu as compris au fur et à mesure de la discussion. Et j'imagine qu'à un moment... alors, Sébastien, le CSO de l'UMAPS, lui, c'est son job de racheter des boîtes. Donc lui, tout de suite, il voit l'opportunité, mais derrière, j'imagine que en interne, il y a un CPO, un CTO, qui sont en charge du produit. Ils se posent la question que tout le monde se pose, buy or build, tu vois. Exactement. Et c'était ça leur raisonnement. Et donc, j'imagine qu'il y a un débat chez eux. Est-ce que tu l'as vécu, le débat chez eux? Est-ce que tu as senti du chaud, du froid? Ou est-ce que tu l'as pas vu et c'est Sébastien qui a... gérer ça sans que toi tu puisses ressentir le chaud et le froid? Il n'y a pas eu de chaud et de froid. En fait, eux ont eu la réflexion en amont. C'est avec le CPO. Avant de t'appeler. Voilà, c'est ça, avant de m'appeler. Avec le CPO, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fait nous-mêmes, etc. Et donc, du coup, ils ont dit on achète. Donc, ils ont regardé différentes boîtes qui faisaient ça, dont nous, et ils se sont arrêtés sur nous. On a fait un petit pré-audit, on va dire, pour voir s'il pouvait y avoir un fit. Et toi, c'est parti. Vas-y. C'est juste parce que c'est lié. Et chez vous, le débat. Est-ce qu'il y a eu un débat? Parce que toi, tu disais que tu étais moyen chaud pour vendre. Il y avait tes associés, mais vous veniez aussi de faire une levée de fonds, donc il y avait des actionnaires qui venaient de rentrer. Il y a eu un débat, j'imagine. Mais... ils n'étaient pas chauds parce que eux, certes, on avait 2 typologies d'actionnaires. On avait des entrepreneurs qui nous ont dit... C'est votre histoire, quoi. C'est notre histoire, voilà. Notamment un qui était génial, Olivier Verdun, pareil, petite dédicace, qui a fait 6 boîtes, qui en a vendu 3. Grosse expérience, et j'ai adoré bosser avec lui, parce que c'était toujours pareil, c'était toujours, les gars, à votre place, je ferai ça, mais c'est votre boîte, c'est vous qui savez, donc prenez la bonne décision. Je sais que vous prendrez la bonne décision, mais je vous partage ce que j'aurais fait à votre place, mais les éléments. Il ne cherchait pas du tout à influencer le résultat final. Donc lui, pareil, il a dit à votre place, je ferai ça, mais c'est vous qui choisissez, moi, j'ai pas mon mot à dire, c'est votre boîte. Et en revanche, on avait un actionnaire qui était moins chaud, enfin plus un actionnaire, plus institutionnel, on va dire, un fonds qui était là en mode non, vous venez de lever là, vous continuez, quoi. Et après, heureusement, ils étaient minoritaires. Cette discussion, elle se solutionne juste sur le principe qu'ils sont minoritaires. Vous arrivez à les convaincre, ou à un moment, ça se fâche un peu? Non, ça s'est fâché. On a dû faire un drag along, vous connaissez. Ah ouais, d'accord. Probablement. Je veux bien que tu expliques quand même. Tu as activé la clause de drag. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. On explique pour les auditeurs. Ça veut dire que tu as le droit, quand une certaine majorité qualifiée, donc il y a un pourcentage, 80%, je ne sais pas c'était combien dans ton cas, mais voilà, si 80% de la cap table est d'accord pour vendre, mais les 20% qui restent, ils sont obligés de vendre avec toi. Voilà. En gros, dans les grandes lignes. C'est pour éviter qu'il y ait un actionnaire minoritaire qui puisse bloquer le processus de décision. Mais c'est quand même assez rarement activé. C'est quand même une petite galère juridique. Ouais. Les avocats n'aiment pas trop. Les avocats qui sont à ce stade en général de taille de boîte, etc. Donc c'est quand même relativement rare. En général, les gens trouvent la solution avant. Donc là, vous avez dû l'activer.
Donc, c'est intéressant comme Ouais. projet. De leur côté, je pense qu'il y avait un enjeu aussi de communication, de dire on voulait pas qu'ils vendent, mais Ils nous ont forcé. du coup, ils nous ont forcé. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc ça permet de à chacun de raconter l'histoire. Exactement. Ok. Bon, je pousse pas plus sur la bagarre avec les Non, mais actionnaires. tu peux, y a pas de souci. Non, mais avant d'avoir activé la clause, la teneur des discussions, comment ça se résout? Est-ce qu'au final, vous êtes tous mis d'accord pour dire on le fera comme ça, nous, ça nous permet de dire ça, vous... C'est ça, en fait, avec mes associés, on était encore majoritaires. Donc au final, la décision nous revenait. Donc le point clé, c'était de s'aligner entre nous. Donc c'était de discuter, voilà. Moi, je voulais pas aller à la guerre s'ils étaient pas chauds de on y continuer à va fond. ensemble ou pas, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. C'était si vous êtes chaud de me suivre, continuez. Si vous avez encore le niveau d'énergie, de motivation pour continuer, on continue. Et par contre, si vous sentez que ça va pas le faire et que vous êtes un peu fragile psychologiquement parce qu'on a été secoué dans les dernières années, il n'y a pas de souci. Si vous préférez qu'on vende, je fais ce qu'il faut. Mais c'est propre parce que typiquement, cet actionnaire qui voulait pas vendre, ces actionnaires qui voulaient pas vendre, était l'occasion parfaite pour toi de dire bon bah les gars, on attend encore et on pousse. Donc J'avais rien à y gagner. ouais, bien sûr, oui. Si Bah, j'avais de toute façon, forcé, si tout le monde voilà. est mort, S'ils y allaient en traînant les pieds avec Ouais, l'impression que je les avais forcés, ça aurait pas marché non plus. Ouais. Donc il y a ces débats en interne. Voilà, donc nous on s'est alignés tous les trois, on a pris du temps, on a discuté, on a dit voilà c'est quoi les alternatives. Il y a aussi un autre scénario qui était de dire on va profiter de cet intérêt d'un racheteur pour aller lever des fonds plus rapidement, etc., etc. Donc on s'est posé, on a un peu mis les différents scénarios sur la table et on a choisi et après on a déroulé. Tu vas pas aller chercher d'autres repreneurs potentiels, étudier qui d'autre pourrait potentiellement être intéressé par Axel? Alors en fait, dans la stratégie de l'UMAPS, ils ont voulu nous verrouiller assez rapidement, donc aller très très vite. J'ai compris aussi a posteriori un peu le truc, quoi. Ils sont là en mode c'est maintenant ou jamais presque, quoi. Et Sébastien Liac, qui gère le corp dev chez l'UMAPS, c'est un gars très fort pour ça, et très fair aussi, donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Et donc c'est vrai qu'ils te mettent un peu dans une seringue. On n'a pas eu l'occasion d'avoir des vraies discussions avec d'autres repreneurs potentiels. Et par contre, en parallèle, tu disais, mais ça s'est peut-être fait avant de vous mettre dans la seringue, mais qu'eux aussi regardent les autres solutions sur le marché. Alors Enfin, c'est le jeu. sûr. Hein. Eux, ils ont vu beaucoup d'acteurs aussi en parallèle. En parallèle, pas avant. Probablement, je n'ai pas Avant le détail. parallèle, ouais. Je sais qu'il y a eu des discussions avec d'autres acteurs, avec nos concurrents, avec d'autres acteurs de la même taille, un peu plus gros. Donc vous n'avez pas du tout ouvert de process, ni pour lever des fonds, Non. ni pour Non. rentrer dans la discussion très vite. Très vite, vous vous êtes installé dans une négociation exclusive, quoi. Ouais, non, c'est allé hyper vite. Hein. C'était vraiment l'affaire de quelques semaines. Et dans la seringue, pendant ces quelques Comment semaines, c'était? ouais, il se passe quoi? Enfin, tu me disais qu'il y a forcément des moments de discussion parfois houleuses sur des micro-détails ou pas. Ouais. Je veux bien que tu partages tout ça. Ouais, alors il y a un premier élément qui est la due deal. Pour ceux qui savent ce que c'est, on peut peut-être expliquer aussi aux auditeurs. Il y a l'extérieur de la startup, c'est la carrosserie de la voiture, on va dire. Puis à un moment, il faut ouvrir le capot. Et donc ça, c'est pendant la due deal, on va regarder si tout ce qu'on a dit... Chaque tuyau. Voilà, si ce qu'on a dit est vrai. composant. Donc ils vont regarder les contrats, ils vont regarder le code aussi. Donc il y a un audit technique pour voir si, pareil, c'est propre ce qu'on a construit, si c'est bien documenté. Tout ça, donc ça c'est là on se retrouve avec une énorme to-do en fait à réaliser. Donc c'est un aspect qui est, je pense, moins connu du rachat, mais là c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi. Des questions, il faut répondre vraiment dans le détail. C'est ça. Il faut livrer plein de docs, tout ça. Et puis on découvre aussi des choses parce que quand on est une startup early stage, on fait parfois les choses un peu vite. Nous, typiquement, dans nos contrats avec nos clients, il y a certaines clauses qui peuvent être problématiques. On a oublié de d'écrire ça dans nos contrats. Ou... C'est ça, typiquement, voilà, des niveaux de garantie. C'est-à-dire, si on fait un dommage chez le client, il n'y a pas de seuil maximum de ce qu'on doit rembourser au client. Donc, ça crée une fragilité. Donc là, on n'avait pas ça. On a dû rappeler tous nos clients pour ajuster ces clauses-là. Enfin, il y a plein de choses qu'on a dû faire comme ça. Et c'est super intéressant parce que typiquement...
c'est pas un truc que tu fais après, ou alors ça peut rentrer dans la gap et c'est pas une très bonne idée. Mais du coup, les clients, c'est quel accueil ils réservent à ça? C'est facile de renégocier ces clauses avec tes clients dans les contrats? Alors ça, je sais pas si... Genre, j'ai pas un souvenir impérissable de ça, j'ai pas un souvenir très précis de ça, mais là, c'est plutôt sur la communication du rachat au client. Là, pareil, il faut avoir une communication un peu soignée. Il faut expliquer la logique derrière. Et nous, ce qu'on a vendu à nos clients, qui était la réalité, c'est de dire, voilà, maintenant, on va être backé par un des plus grands acteurs du logiciel français. Ils ont levé 70 millions. Avec Goldman Sachs, Razeo, on a 100 ingénieurs qui vont nous aider à améliorer la solution. Donc, c'est trop bien pour vous, en fait. Et ça s'est plutôt bien passé, du coup. Quand c'est bien, si c'est bien communiqué, effectivement, c'est un gros plus. L'aspect communication est très important auprès des salariés, auprès des clients. Dans cette seringue, pendant ces quelques semaines, donc il y a des moments où tu as les due deals où typiquement tu as des points d'attention comme celui-ci. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a, ça c'est la partie un peu technique, on va dire. Après, tu as parlé aux investisseurs. Et là, c'est là, comme je disais, voilà, ça a été un peu compliqué. En plus, il y en a, parfois, ils ont mis vraiment de la mauvaise volonté. Je me souviens, on attendait un document avec une deadline le soir à minuit. J'appelle le gars, il est à la plage en mode « Ah, mais quoi? Non, je m'en occupe lundi. » Non, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant. Et voilà, donc ça, c'était du stress, du coup, après les personnes. Discussion un peu conflictuelle, mais voilà, au final, ça s'est terminé en dragalon, comme on disait, en forçant un peu la main. Et avec les Sébastien, avec les équipes, il y a forcément il y a des sujets sur lesquels, pour parler du earn-out, par exemple, qui va faire quoi Exactement, on prévoit la roadmap produit, les conditions de l'earn-out. Donc pareil, pour nos auditeurs, l'earn-out, c'est... Quand on signe la vente, on a une partie du montant qui nous revient tout de suite. Donc dans normalement. Normalement, voilà. Souvent. Donc dans notre cas, c'était 50% du montant. Et après, il y a 50% qui sont conditionnés à deux choses, qui sont le fait de rester dans la société une durée déterminée. Pour nous, c'était 2 ans. On devait rester 2 ans chez l'UMAPS. Et l'atteinte d'objectifs business, techniques, etc. Donc nous, pour avoir l'earn-out, effectivement, on devait rester au moins 2 ans dans la société et vendre un certain montant de notre logiciel auprès des clients l'UMAPS, de nouveaux clients, et dérouler une roadmap technique. Donc, en fait, reproduire notre logiciel dans l'UMAPS dans une période donnée. Donc, effectivement, là, on se met d'accord sur c'est quoi les échelons, c'est quoi le montant d'ARR, on va détailler, qu'il faut atteindre le montant donc, de contrat qu'il faut signer pour avoir 100% de notre earn-out. On rentre dans le détail. Et voilà, je t'en parlais un peu avant qu'on démarre le podcast, mais là, une des erreurs qu'on a faites, c'est d'aller un peu vite là-dessus. En fait, il faut prévoir tous les cas de figure. Tu penses à quoi? C'est ce que j'allais dire, c'est difficile à écrire. Et parce que tu dis, on doit atteindre tel ARR, mais c'est d'autres questions qui viennent derrière. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut investir quel montant ou tu as telle roadmap technique, mais comment tu définis l'atteinte de la telle fonctionnalité dans ta roadmap technique? C'est hyper compliqué à écrire. C'est très compliqué, et c'est sûr qu'il y a une part de goodwill, il y a une part de bonne volonté des deux parties, de confiance qui est essentielle. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Donc nous, par exemple, on avait un objectif de signature de contrat. Je devais, moi, avec les équipes commerciales, signer au moins X millions pour atteindre mon objectif. Et il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'est-ce qui se passe si les commerciaux de l'UMAPS vendent notre solution en package. Par exemple, ils vont vendre leur solution plus. Voilà. Ils disent aux clients, vous faites un package, vous payez tant et vous avez l'UMAPS, mais aussi le logiciel d'Axel avec. Et donc, quelle est la part de la valeur de Axel dans le fameux package? Exactement. Qu'est-ce qui nous revient si ce cas de figure se présente? Typiquement, c'est un truc auquel on n'a pas pensé. On a dit, voilà, ils vont dans les propals, ils vont séparer les deux logiciels, les vendre séparément. En fait, non. Et donc, on s'est retrouvés ennuyés par la suite, quoi. Ouais, parce que ils vendent, j'imagine, le bundle, il coûte moins cher que 1+1. Donc, c'est ça. Et alors, juste pour la facilité d'écoute, de lecture, même si ça se passe après la signature, comment ça s'est organisé, ça? C'est quoi la teneur des discussions? Donc, typiquement, j'imagine qu'ils disent, on peut pas le mettre au prix que toi tu le vends quand tu le vends à l'unité, en direct, ou c'est même c'est nous qui l'avons vendu, donc ça ne compte pas dans
Ouais, bah, c'est dire, bah, il y a un tiers du montant qui va pour notre earn-out là-dedans. Enfin voilà, c'est ce genre. Je pense qu'on peut pas effectivement prévoir tous les cas de figure, mais il faut essayer de définir un peu des règles un peu générales avec les cas classiques. À essayer de discuter avec des gens qui sont un peu dans la même industrie, qui ont eu des earn-out pour éviter les pièges. Ouais, tu l'as pas fait. Non, j'ai pas fait. Non. T'écoutais pas Cash Out à l'époque. J'écoutais pas Cash Out à l'époque. On n'existait pas. 2010. 2022, si. Ah si, bien sûr, Si, on si, existait. 2022. Ah zut. Grosse faute. Bon. Mais ouais, je laisse le conseil que j'aurais donné aux personnes qui vendent leur boîte, c'est prenez le temps de bien réfléchir à tous les cas de figure et de discuter avec des personnes qui sont passées par là. Qui l'ont vécu, évidemment. Dans toute cette phase de négo, il y a d'autres points assez clés que tu as identifiés après coup. Je pense que c'était je pense que c'est tout. Le plus important. Le plus important, ouais, l'earn-out. À aucun moment, soit toi, soit vous, avez dit stop ou j'en ai marre, on arrête la discussion. Non, il y a ça pas va eu, avancer. Non, comme je disais, voilà, c'est les personnes qu'on avait en face chez l'UMAPS, Sébastien Liagre notamment, c'est des gens qui sont très très justes et mesurés, donc ils sont des très bons négociateurs, mais qui ont une vie, qui savent qu'ils construisent des relations sur le long terme avec les entrepreneurs, donc c'est des personnes qui font toujours des propositions justes et équilibrées. Enfin, souvent, la majorité du temps. Eh ben, on va faire un plongeon chez l'UMAPS juste après la vente de la boîte. Donc globalement, on est le lendemain de la signature et pour en parler, on file avec Travis Scott, Butterfly Effect. This life I cannot change. In the hills, deep off in the main. M&M's, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. M&M's, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Drop the top, play hide and seek. Elle raconte quoi, cette chanson de l'histoire de ta session? C'est un peu pareil, je sais pas comment dire, un peu le rêve américain, un peu l'euphorie. Parce que donc, quand on a vendu, je me retrouve première semaine à Miami Beach. Il y avait un peu un exec summit qui avait été organisé par l'UMAPS, donc avec le leadership américain, européen, et enfin toute l'équipe exec dans un super hôtel. Et c'était un peu le... Donc là, t'es le lendemain de la signature, tu pars en... C'est ça, je pars à Miami. Donc c'était un peu sans transition. 2 semaines avant, j'étais en slip dans mon appartement à boire des feeds pour économiser et gagner du temps. Et 2 semaines après, je me retrouve à Miami Beach dans une chambre d'hôtel à $800 et au bord de la piscine. Et, 2 salles, 2 ambiances. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. J'étais là genre, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, tu dis, on a fait le meilleur choix de notre vie. Là, je me dis, ouais, on entre dans une autre... c'est un autre game, quoi. Ouais. On entre dans une autre dimension et... Nouvelle catégorie, quoi. Nouvelle catégorie, et c'est vrai que ouais, c'est là que j'ai compris aussi ce qui m'attendait et quelle opportunité d'apprentissage c'était pour nous. Alors, tu te réveilles à Miami. C'est ça. Et là, il se passe quoi? Là, il se passe quoi? En gros, il m'avait demandé de présenter mon produit et comment on allait s'intégrer dans les équipes LUMAPS au reste de l'équipe exec, donc notamment avec qui j'avais jamais échangé, leadership américain, etc. Donc là, j'étais hyper déterminé, je voulais faire une bonne impression. Donc je me souviens, je suis allé courir sur la plage. Toujours, moi, c'est ma manière de réguler mon stress, c'est le sport. Donc je suis allé courir, je suis allé faire du street workout sur la plage de Miami, c'était assez rigolo. Donc ouais, j'ai mis cette chanson, c'est la chanson que j'écoutais à l'époque. Et donc voilà, je peux encore me revoir, faire mon petit footing jet-lagué avec cette chanson dans les oreilles en me disant mais où est-ce que je suis là? Où est-ce que j'ai atterri? Comment je suis passé de mon appart parisien, mon studio parisien à ça? Donc c'était un drôle de sentiment, mais c'était aussi assez effectivement assez jouissif. Et bon,
je pense que j'ai fait plutôt une bonne impression. J'ai bien réussi ma petite présentation au reste de l'équipe exec de l'UMAPS. Et à partir de là, c'était parti, quoi. Et là, il va y avoir 2 ans. Et en l'occurrence, tu vas rester plus longtemps. Je commence par là. Et puis, tu l'as dit, globalement, ça s'est bien passé, même s'il y a eu des sujets de discussion. Il y a quand même des moments où tu te dis ah oui, ça implique aussi ça, d'accepter de vendre sa boîte. Ouais. Ça implique de perdre sa liberté, son autonomie, c'est sûr. On devient l'employé de quelqu'un. Donc ça, il faut être OK avec. Et voilà, moi, je choisis d'entreprendre pour avoir la liberté, enfin, pour être libre, c'est-à-dire faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc j'ai perdu cette liberté. Donc c'était le prix à payer pour l'exit. Donc je l'ai accepté, mais c'est vrai que on n'est plus au centre de l'attention aussi. Ça, il faut, pour certaines personnes, je sais que c'est difficile. On n'a plus le même niveau d'énergie parce que là, on s'inscrit dans un temps plus long. Chez nous, une startup early stage, on est tout le temps dans l'urgence, tout le temps on changeait d'orientation rapidement, toujours des nouveaux projets, des nouveaux clients. C'était aucune semaine, les semaines ne se ressemblaient jamais en fait. Et là, on s'inscrit quand même plus dans le temps long. Voilà, il y a une roadmap, il y a une direction, il y a plus de cohérence, ce qui est assez vertueux aussi. Hein. Ouais. Mais quand on sort d'une période où on a vécu un peu dans le chaos permanent pendant 3 ans et on était tout le temps sous adrénaline, là, il faut se calmer un peu. C'est comme sortir de Montessori et retourner dans le public, quoi. Probablement, ouais, c'est un peu ça. C'est pas simple. Va arriver, en fait, pendant cette période des 2 ans, Bridgepoint. Ouais. Et je veux bien que tu nous racontes comment tout ça va se faire, comment tu vas y participer, à quel niveau, parce que tu n'as évidemment pas tout négocié. Ça a forcément un impact aussi sur, j'imagine, ton earn-out derrière. Donc, quel impact ça a eu, ce rachat après coup par une autre boîte, sur toi, ta vente à toi, et est-ce que tu as appris aussi peut-être d'une session, un groupe encore plus gros, sur des tailles et une boîte plus importante? Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Je ne sais pas si j'ai retenu toutes tes questions. Je vais faire de mon mieux pour répondre. Mais donc déjà, pour planter le contexte, donc l'UMAPS, c'est un acteur français du logiciel qui, à l'époque, a 350 employés, qui a fait 4 M&A, 4 acquisitions. Moi, j'étais la 2e. Donc, il y a eu 2 nouvelles acquisitions entre-temps, dont celle de Teach & Mars, qui était une boîte un peu plus mature d'une 50aine d'employés. Première chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, le M&A... En fait, l'UMAPS avait une vision très claire des cases qu'il fallait cocher pour aller à l'étape d'après. Ça, c'est un truc que j'ai repris dans mes autres projets par la suite. C'est, OK, là, on est à l'étape 2. Pour aller à l'étape 3, il y a ça à faire. Et tout le reste, ça ne nous intéresse pas. On va être hyper focus là-dessus. Une des cases à cocher pour aller à l'étape du dessus pour l'UMAPS, qui était donc soit l'IPO, soit le LBO, soit une fusion, c'était on doit être en capacité de faire des rachats et d'intégrer correctement des sociétés et de générer de l'upsell conséquent sur cette base-là. Donc c'est pour ça qu'il y a autant déjà d'efforts qui a été mis sur le M&A et que l'intégration se faisait très bien. Là encore une fois, il faut louer la compétence des équipes l'UMAPS là-dessus. Ils ont été très forts pour intégrer correctement des boîtes et générer de l'upsell sur les clients. Donc le décor est planté, c'est ça. Donc 350 employés, 4 M&A réussis. C'est une boîte qui est rentable. Ça aussi, c'était une des cases à cocher, la rentabilité. Donc, un peu moins de off-site à Miami sur les dernières années. Et donc là, il y avait cette ambition après on arrivait à la fin d'un cycle aussi, parce qu'il y avait Orazeo, Capital, Goldman Sachs, et ainsi un certain nombre d'autres investisseurs, Iris, il ne faut pas les oublier, très important, les meilleurs, qui avaient investi à un bon moment. Donc, il y avait aussi la question là ils voulaient sortir. Avec des relations en plus entre les fonds et l'équipe exec, l'UMAPS, pas toujours apaisée. Donc il y avait cet enjeu de sortir. Donc à un moment, les discussions ont été ouvertes pour la vente de l'UMAPS. Un processus a été démarré et très rapidement, il y a Bridgepoint qui a préempté le tour. Donc ça s'est fait assez rapidement. Moi, je n'étais pas impliqué directement dans les négociations. C'était mené par Florian Simon, qui est le directeur juridique de l'UMAPS, qui fait aussi beaucoup d'autres choses, qui est un homme brillant et qui a plus de 100 opérations de M&A à son actif. Qui était chez Dassault Systèmes. Qui était chez Dassault Systèmes avant, voilà, avec qui je vais maintenant régulièrement faire de l'escalade. Un gars super, petite dédicace, Florian, si tu nous écoutes. Et par aussi Sébastien Liag, donc, qui était le directeur du Corp Dev, qui avait fait les acquisitions. Donc ça a été les 2 principaux acteurs, avec évidemment les 2 cofondateurs, Sébastien Ricard et Elie.
Elie Melloa, voilà. Et donc, c'est pareil, c'est allé étonnamment très vite. C'est ça aussi qui m'a étonné. Moi, j'étais plus été sur la partie... J'étais VP marketing à l'époque quand ça s'est passé, donc j'étais en charge de la lead generation, donc j'ai monté un peu le dossier de où est-ce qu'on en est, c'est quoi les ambitions, sortir les chiffres sur le pipeline, le cycle de vente, etc. Moi, j'ai participé à ma modeste échelle, mais ouais, ça m'a vraiment impressionné à quel point c'est allé vite. En fait, j'imaginais que c'était pour les montants, donc pour rappel, l'UMAP, ça a été vendu 650 millions à Bridgepoint. Ils ont racheté 100% des parts. C'était un des plus gros exits de la French Tech, les 10 dernières années. Je pensais que ce serait vraiment un truc de fou, qu'il y aurait des négociations à en plus finir, que ils allaient rentrer dans le méga détail de tout ce qu'on faisait, etc. En fait, ça a été ça a duré, je sais pas, 2 mois, quoi, 2-3 mois, hyper intense, hein. Et peut-être que le fait d'avoir racheté des boîtes structurées aussi fait que c'est peut-être allé plus vite parce que il n'y avait pas de poussière dans les placards, c'était déjà bien organisé, structuré. J'ai l'impression à t'écouter, et je te pose la question, est-ce que c'est pas finalement une start-up qui est devenue une scale-up, qui a fait du build-up, et qui finalement a intégré le M&A aussi bien dans sa capacité à racheter des boîtes et à les intégrer, ce qui est super important, et aussi à se préparer finalement à avoir une roadmap, une feuille de route qui les amenait à ce résultat-là, à devenir une boîte hyper bankable pour se faire racheter. Et donc ils sont... Ouais, t'as raison, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, c'est effectivement la philosophie M&A infusée dans toute l'organisation, on va dire. Et parce qu'on avait dans l'équipe exec, aussi dans les board members, des personnes qui avaient fait beaucoup d'opérations de ce type-là, qui nous ont donné un peu les bonnes pratiques. Et c'était, pour toi, c'était les fondateurs, dès le début, qui avaient réfléchi à ça, qui avaient intégré ça, ou ça s'est fait un peu comme ça, par accident, au fur et à mesure, ou c'était une trajectoire pour eux? En fait, ils ont une immense qualité, les cofondateurs de l'UMAP, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Et notamment, voilà, j'évoquais Florian Simon, j'évoquais Sébastien Liagre, je pourrais en évoquer plein d'autres, Philippe Glaise sur la partie vente. Ils se sont entourés d'une équipe de gens seniors qui avaient vraiment de la bouteille et qui avaient déjà fait ça avant. Donc, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. Aussi, des board members indépendants, je pourrais citer qui ont déjà vu des boîtes faire des IPO ou être rachetées comme ça. Donc, en fait, ils ont vraiment su s'entourer de personnes qui l'avaient déjà vécu et donc qui ont pu nous éviter les embûches et aussi nous partager les bonnes pratiques. Quel impact ces négociations avec Bridgepoint ont sur toi, ta boîte, Axel, ton earn-out? En fait, nous, du coup, ça a été un facilitateur, je dirais, pour l'earn-out, parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir des problèmes des complications, juridiques. Déjà, ils avaient d'autres choses à gérer, on va dire, que pinailler sur sur des sommes modestes comparées au montant de l'exit de l'UMAPS. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir de contentieux en cours. Donc, il fallait cleaner aussi cette partie-là, donc ça a facilité la discussion. Tu as fait un peu plus de 2 ans, parce que tu avais envie d'aller 2 ans et demi, cette histoire. Ouais, voilà, c'était une école incroyable pour moi, sur tous les points, gestion d'équipe, levée de fonds, gestion des boards. C'était un M&A en entrepreneuriat pour moi, le passage chez l'UMAPS. Comme je disais, parce qu'il y a des profils hyper solides sur tous les sujets. Et donc, je voulais aller jusqu'au bout de l'exit l'UMAPS. Et aussi parce que j'avais des actions l'UMAPS, on va pas se mentir. Il y a un aspect financier aussi. Donc après, quand l'exit s'est fait, moi, j'ai réinvesti. Ils ont permis à l'équipe exec de réinvestir dans le nouveau véhicule, l'UMAPS. Donc, j'ai eu ce privilège de pouvoir être investisseur dans la nouvelle structure. Et, avant Bridgepoint, là on parle. Alors non, alors, en fait, j'avais des actions avant l'entrée de Bridgepoint, vu que j'ai vendu quand l'exit s'est fait. Là aussi, je pense que, je fais une parenthèse, mais une chose que j'ai beaucoup aimé chez l'UMAP, c'est dans la philosophie des fondateurs, c'est que ils ont un peu un modèle
non, paternaliste, c'est pas le bon point, mais de partage de la valeur. C'est-à-dire, dans l'exit du MAPS, il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent. Même des employés qui n'étaient pas forcément à des postes mirobolants, qui n'étaient pas forcément directeurs ou VP, mais qui ont gagné des centaines de milliers d'euros. Donc, il y a eu un partage de la valeur. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais reproduire dans mes prochains projets qui m'a beaucoup inspiré. C'est un partage de la valeur avec les employés. Où beaucoup de gens, ça a créé plusieurs millionnaires, beaucoup de millionnaires à la vente de l'UMAPS. Et même des employés ont pu acheter une maison et faire des projets parce qu'ils étaient là depuis un moment. Et ça, c'est super chouette. Donc, je ferme la parenthèse sur ça. Ça, c'est quelque chose de chouette. Et après la vente, au moment de la vente de l'UMAPS... Voilà, au moment de la vente de l'UMAPS, l'équipe exec a pu réinvestir une partie de son gain dans le nouveau véhicule, donc ce que j'ai fait. Le nouveau véhicule, c'est pas tout Bridgepoint. C'est quoi que tu appelles le nouveau véhicule? Le nouveau l'UMAPS, quoi. La nouvelle entité l'UMAPS. Chez Bridgepoint. Chez Bridgepoint. Nouvelle holding qui rachète le reste des actions. C'est ça. Et là, j'ai été un peu face à un dilemme parce qu'il y avait un management package pour ceux qui restaient, donc qui permettait de... Bon, tu connais bien de ton côté les management packages, mais tu peux peut-être expliquer pour les personnes qui nous écoutent. Oui, en très très gros, c'est ce qu'on a gagné potentiellement en fonction de performance, en fonction de KPI qui sont mis en place, les dirigeants, les différents dirigeants de la boîte, qui peuvent gagner en termes d'upside en fonction de leur performance. Voilà. Et alors le dilemme, il est où? Le dilemme, je reste ou je reste pas. Ouais, c'est ça. C'était dans ma tête. J'étais déjà en mode, moi, je veux recréer une boîte. Donc, j'en avais discuté avec les fondateurs, ils savaient, etc. Mais j'étais plutôt parti sur recréer une boîte. Mais là, c'est vrai que le projet avait quand même l'air super. Enfin, j'ai réinvesti, donc j'y crois à fond aussi. Voilà, c'est pas pour rien. Et là, c'était le manpack, c'était le management package. Si vous restez et que vous faites la performance, vous gagnez de tel montant. Donc, c'est vrai que c'était... alléchant. C'est assez rare à la fois de partir opérationnellement, de pas effectivement profiter du manpack, et en même temps de réinvestir de l'argent dans une boîte que tu vas quitter. Là, sans trahir le suspense, on sent que tu vas la quitter là. Ouais, c'est ça. Parce que je crois à fond au projet en fait, et moi j'avais de l'insider information en quelque sorte. Donc je sais que c'est un projet qui peut aller, qui va aller très loin. Donc je n'hésite pas une seconde. T'es toujours actionnaire au moment où on se parle? Ouais, je suis toujours actionnaire. Ouais, j'aurais pu effectivement, en quittant la société, vendre mes parts, mais j'en vois pas l'intérêt. Et le dilemme va être vite tranché. Le dilemme va être vite tranché, ouais, effectivement, quand on a eu, après quand l'opération a été officialisée, que tout a été bouclé, j'ai eu une discussion avec le CEO. J'ai dit, voilà, écoute, j'ai envie de créer une nouvelle boîte. Je t'adore et j'adore l'UMAPS, le projet. Je reste investisseur, mais j'ai encore des choses à écrire moi-même. Et ce que je lui ai dit aussi, c'est j'ai envie de créer une boîte comme l'UMAPS, la même taille. Parce que j'ai un peu la frustration de ne pas avoir fait grandir plus. Ouais, on a fait un peu le 0-1, on a le product market fit, on signe nos premiers clients, tout ça. Puis un peu dans la lancée, ça a été coupé, quoi. Donc là, j'avais envie de recréer une boîte. Et en fait, je me suis dit, j'en ai beaucoup discuté, ça a été fruit de nombreux échanges avec mes amis, ma famille, etc. Je me suis dit, si je pars pas, je referai potentiellement jamais de boîte. Donc rendez-vous pour un prochain cash out et un Next40 aussi. Et sûrement. Qui est en finance de Next, pardon. Et on a compris, vu la méthode pour arriver là, il va nous envoyer plein d'invités aussi en cours de chemin. Exactement. Donc en fait, l'annonce est faite, le lendemain, tu poses ta dème. C'est ça. Et tu quittes la boîte. C'est ça, exactement. Pour une nouvelle vie, on l'a compris, et de toute façon, je l'avais dit en intro, t'as annoncé très récemment une nouvelle boîte dont j'adore le nom, Sillage. Ouais, alors j'ai peur de me planter parce que je suis pas devant mes notes, mais j'adore vraiment le nom. Ça doit être Sillage, c'est un très joli nom. C'est exactement ça. En fait, déjà, j'ai pris... on envoie du son. Allez, on envoie du son. Mission. Switch
on sent quand même qu'à ce moment-là de la playlist, il y a un changement de mood, de mindset. Ouais, c'est ça. Je suis parti 5 mois en vacances après avoir démissionné, donc... C'est ça. Direct. C'est ça. C'est ça. Ouais, si je me suis dit, j'ai mis que du rap, les pauvres, je vais changer un peu. Tandis que t'es plus ta vibe, ça. Ah non, j'aime bien tout, moi. T'aimes bien tout, ok. Ouais. Ouais. C'est très bon, l'ensemble de la playlist. Alex G, j'adore, c'est magique. Donc, ouais, j'ai démissionné, je suis parti déconnexion. Parce que, en fait, ça a été 3 ans et demi de startup early stage. Donc, comme je disais, la guerre, Dans le quoi. dur, ouais. La guerre tout le temps. Et l'UMAPS, pareil, même si, comme je disais, ça s'inscrit plus dans ton nom, c'est hyper intense. Hyper intense, toujours des nouveaux projets. Enfin, c'était une boîte où il y avait un rythme très élevé. Et après, la vente de l'UMAPS aussi, ça a été hyper intense. Donc, j'avais besoin de me reposer. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. C'est ce que j'allais dire, parce que tu as cette envie et tu pars pour ça. Tu renonces au Manpack avec l'envie certaine de relancer quelque chose, avec des grosses ambitions. À ce moment-là, tu n'as pas l'idée. J'ai pas l'idée. J'ai des intuitions, mais j'ai pas l'idée. Et en fait, j'étais un peu pas perdu, mais c'était un peu redescendre d'adrénaline encore. Tu vois, si j'ai eu la montée d'adrénaline de la vente, après redescendre d'adrénaline, même si j'avais mon earn-out à gérer, etc. Et après, il y a eu la vente de l'UMAPS, remontée d'adrénaline, on va dire. Et là, c'était à nouveau, il fallait que je me calme, il fallait que je prenne du recul sur ces années qui étaient vraiment intenses. Et donc là, j'ai fait 5 mois, j'ai fait du voilier, j'ai fait du surf, j'ai profité de la vie, en gros. J'ai beaucoup lu aussi, repris le temps de faire les choses que j'avais plus le temps de faire. Dans cette période-là, on ressouffle, tu reprends aussi ton énergie petit à petit, tu te réadaptes à un rythme qui est en fait un rythme un peu en temps mort parce que tu n'as plus de rendez-vous quotidiens, etc. T'en as qui le vivent extrêmement mal. C'est dur au début. Moi, j'ai mis, 1 mois à arrêter de checker mon agenda tous les matins, quoi. Enfin, ou le soir avant de dormir. Pourtant, tu savais que tu n'avais rien mis Je savais dedans. que j'avais rien dedans, mais tous les soirs, je regardais, j'ai quoi ? Ah non, c'est vrai, mince, t'es en vacances. Et cette période de 5 mois, 6 mois, tu vas la vivre seul. Je vais la vivre avec plein de gens. J'ai des amis entrepreneurs aussi qui sont digital nomades. Donc j'ai fait typiquement du voilier. Je fais un peu le tour de la Méditerranée en voilier avec eux. Je fais avec plein d'amis, des proches. Voilà. Mais tout le monde n'a pas la chance et le luxe de pouvoir partir pendant 5 mois. Ouais, donc ouais. J'ai dû un peu ajuster, quoi. Les questionnements, tu dis c'était dur, l'agenda. Est-ce qu'il y a des questionnements plus profonds au-delà du petit quotidien de bon, j'ai rien à faire, donc va bien falloir occuper son temps, mais des questionnements vraiment plus profonds sur toi? Tu disais l'entrepreneur, entreprendre, c'est. Tout à l'heure, j'ai noté, mais faire face à soi-même ou se découvrir soi-même. Là, tu te découvres autrement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dans les moments un peu de... En fait, je pense que être occupé, c'est aussi un moyen de fuir ces questionnements existentiels. De ne pas se regarder, exactement. Donc là, j'ai eu beaucoup de temps pour me regarder. Pour faire un peu le bilan, tu vois. T'es beau au fond. On a tous nos parts claires-obscures, mais moi, c'était le moment de faire un peu le bilan sur qui j'étais devenu. Voilà, parce que le Arnaud d'il y a 5 ans et le Arnaud qui démarrait sa petite start-up et le Arnaud qui avait vécu tout ça, c'est plus tous les mêmes personnes. Ouais. Donc ouais, c'était le moment du bilan, de me poser la question qu'est-ce que je veux faire après. C'était un moment un peu particulier. Mais c'est un luxe extraordinaire de pouvoir prendre 5 mois comme ça. Tu m'étonnes. Le projet de ta boîte que tu as vendu, Axel, il est né, tu l'as dit, sur juste l'envie d'avoir une boîte. Avec CH, c'est exactement le même projet. Je veux monter, donc j'y vais. Où il y a une réflexion un peu différente. Parce que là, en plus, tu as augmenté au moins de 10 points ton ambition. C'est ça. Alors, exactement. Il se passe quoi ? C'est exactement la même logique. En fait, l'histoire de comment on a démarré CH, c'est j'avais quelques idées dans le coin de la tête. Notamment chez l'UMAPS au marketing. Moi, j'ai pris ce poste-là au moment où tu avais... l'IA qui commence à vraiment complètement disrupter la manière dont on fait du marketing, l'acquisition de nouveaux clients, puisque on en parlait un peu tout à l'heure avant le démarrage du podcast, mais
les gens vont plus sur les sites internet. Les gens posent des questions maintenant à ChatGPT. Donc, tout ce qui est avant GPO, ouais. Ouais, ce qu'on appelle le JO maintenant, comment tu veux optimiser en fait ton positionnement dans les résultats des LLM. Ça commence à devenir un sujet. JPO, merci. Ouais, Pour la correction. avant on appelait ça le SEO, Search Engine Optimization, mais voilà, il y a ça qui s'est passé, il y a aussi le fait que maintenant tu as des IA qui peuvent spammer les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui font que... Et même en vocal, hein, pour info. Même en vocal, ça rend ouais. fou. Ouais, ça rend fou. Donc ça aussi, ça fait que les gens regardent moins leurs emails, leur répondent moins à leurs messages, donc il faut inventer de nouvelles manières de prospecter. Donc, moi, c'est vrai qu'en bossant là-dessus et en étant à ce poste-là, à ce moment-là, ça m'a donné plein d'idées. Mais ouais, j'étais pas parti bille en tête sur cette idée-là. En fait, je rentre de Corée du Sud. Là, j'étais parti avec un pote en Corée du Sud qui a un petit moment faire de la rando, découvrir ce pays. Et à ce moment-là, je re-rencontre un autre entrepreneur qui s'appelle Arthur Koudoui, qui lui aussi était un peu dans une fin de cycle. Il avait fait une boîte, il avait fait Y Combinator. Donc pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est le meilleur accélérateur de start-up au monde, qui ont incubé Airbnb et d'autres Dropbox, plein de super boîtes. Donc lui, il a fait Y Combinator, il a fait une boîte qui était rentable et qu'il avait, maintenant qu'il laissait tourner, il touchait plus. Et donc là, il avait pris des grosses vacances, il était en Thaïlande. Donc c'est rigolo parce que moi, je rentre de Corée du Sud, lui, il rentre de Thaïlande. On se retrouve dans une salle d'escalade et on discute un peu de nos projets. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on a tous les deux envie de relancer un truc, on est au même niveau d'ambition. On y va. On y va, on sait pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Et alors maintenant, vous savez au moins en partie. Ouais, maintenant, on sait ce qu'on veut faire, ouais. Là, en fait, ce qui est rigolo, c'est au début, je suis assez pote avec une personne qui bosse chez Iris Capital, donc ils nous ont accueillis chez eux et on a fait en fait une semaine un peu de brainstorm. On a noté toutes nos idées qu'on a commencé un peu à challenger, à tester, tout ça. Et au bout d'une semaine, on s'est dit, on avait Celle-là. Ouais, c'est ça. On avait commencé un peu à essayer de vendre des trucs, appeler des gens, voir si on arrivait à attirer l'attention, avoir des rendez-vous, tout ça. Et dans le lot, il y a une idée qui s'est dégagée. Donc, on a dit, c'est peut-être pas la bonne, mais à un moment, il faut avancer. Donc, on va prendre ça, on va le creuser à fond. on va poncer cette idée et on va voir ce que ça donne. Et donc, sillage. Exactement. Donc, si tu veux que je t'explique en 2 mots ce que c'est. Pardon, Ouais. Tu sais, je la fais à l'ardissant. Ouais, je te fais le début des ça, phrases et puis tu poursuis. Hein. Donc, en fait, c'est un outil de génération de leads pour les équipes sales et marketing. Donc, génération de prospects, de voir comment est-ce qu'on peut trouver des nouveaux clients, tout simplement. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de créer des agents qui vont capter certains signaux qui montrent qu'une personne est probablement intéressée par votre produit. Typiquement, une personne qui vient de prendre un poste dans une entreprise qui gère votre sujet, probablement elle est intéressée par découvrir des nouvelles solutions. C'est le bon moment pour aller la contacter. Nous, on va créer un agent qui, dès qu'une personne... Par exemple, si vous vendez à des DRH, dès qu'une DRH prend un poste, tac, on vous le fait savoir et ça permet de l'appeler. Ou alors si, pareil, une personne est prospectée par vos concurrents sur LinkedIn, par exemple, ça veut dire qu'il se passe peut-être quelque chose et donc il faut aller la prospecter. En fait, c'est des trucs que j'ai testés chez Lumaps quand j'étais VP Marketing. J'ai vu que ça marchait, donc je me dis, je vais essayer. Peu de boîtes le font aujourd'hui. Je vais essayer d'apporter ça. Et c'est déjà live ? Alors, c'est live, on l'a annoncé effectivement il y a 2 jours. On a fait un petit post LinkedIn. Un peu plus de 2 jours parce qu'on diffuse un peu... Enfin, on diffuse pas demain. Ok. Donc, il y a un peu plus de 2 jours. Ouais, on l'a annoncé là, donc en septembre. Et on a fait un post qui a eu pas mal de visibilité. Donc là, je peux aller tester. Ouais, tu peux faire une demande de démo et carrément. Je crois que t'as un prospect chaud là. Ah là, j'ai un prospect chaud. Ouais. Et gros signaux faibles. Hein. C'est clair, signaux formels. Ok, gros signal, pardon. Ouais, je suis. Ok. Vous avez déjà levé ? C'est en cours. J'ai l'impression qu'il y a un fonds d'investissement qui s'intéresse de près à ce que tu fais. Peut-être. Ouais, de toute façon, tout à l'heure, tu disais que c'était plus facile quand tu avais déjà vendu ta boîte. Ouais, en fait, c'est absurde. C'est absurde. Ouais. C'est sûr, ça change tout, mais c'est normal. Statistiquement, ça augmente les chances de réussite. Si j'ai déjà gagné un peu d'argent, donc ils savent que je serais plus tenté d'aller vers des grosses... L'ambition est différente maintenant. Maintenant, j'ai envie de faire une boîte de la taille de Lumaps. J'ai plus envie de faire une boîte où je vendrai quelques millions, quoi. C'est quelques millions, ça reste quand même des sommes.
Allez, rapidement, on n'en parle pas toujours, mais je sais que ça questionne plein d'entrepreneurs qui vendent ou qui vont vendre. Ouais. C'est le rapport à l'argent, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui doit pas changer quand ils ont des enfants. Je sais pas Ouais. si t'en as, Je sais pas mais d'enfant. des questions qui se posent, où est-ce que tu investis Ouais. Alors la première chose, c'est j'avais pas anticipé tout ça, donc Ouais. j'ai rien optimisé tout ça, donc j'ai payé plein d'impôts. Bon, c'est le jeu, j'étais heureux de pouvoir contribuer au budget de l'État français aussi, donc ça fait partie du jeu. Sinon, ça aurait pas été 43 milliards, mais Et donc, ouais, en fait, le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est très personnel. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet pour apprendre à mieux gérer mon argent, tout ça. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est The Psychology of Money. ouais. Il dit un truc qui est assez vrai, qui est en fait la richesse est relative et souvent on a tendance à augmenter nos dépenses quand on augmente nos revenus. Donc en fait, la vraie richesse, c'est l'argent qu'on a de côté qui ne... Et lui aussi, il dit, un peu ce que je disais tout à l'heure, je vais paraphraser l'auteur, il dit la vraie richesse, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et moi, j'essaie d'être très focalisé là-dessus. Je n'ai pas trop changé mon style de vie. Je suis très minimaliste. Je n'ai pas acheté de Rolex. Je fais des cadeaux un peu sympas à mes proches. Mais T'as acheté ton appart, ta maison. J'ai acheté mon appart. Ouais, en gros, c'est ça. J'ai juste acheté mon appart et je me suis payé des très belles vacances aussi, comme je disais, en quittant l'UMAPS. Des expériences. Voilà, des expériences. Il y a que ça de vrai. Si je te posais la question aussi, c'est que je crois pas qu'on l'ait dit, mais avant qu'on démarre, tu me racontais simplement que tu venais d'une famille modeste et ça peut avoir un ordre. Ce que je trouvais cool de dire, c'est pour toutes celles et ceux qui pensent qu'il faut forcément, évidemment, ça peut aider, mais faire telle école ou avoir telle famille, etc., c'est pas la seule voie possible pour sortir de sa condition. Et si on a dû en parler, parce que je reprends témoin. Ouais, voilà. Moi, ma mère est infirmière. Mon père, il a pas le bac, mais il a fait des cours du soir et tout, donc il s'est bien débrouillé à la fin, mais j'ai manqué de rien. Mais c'est vrai que voilà, je viens pas d'un milieu où on parlait entrepreneuriat, on parlait business, j'avais zéro éducation sur le sujet. Donc ça a été... Sinon, tu aurais su que le métier de conseil existait. Ouais, non, ça c'est un des trucs qui me manquait. Donc, en fait, c'est vrai que statistiquement, on a plus de chances de réussir et de faire de l'entrepreneuriat si on vient d'une famille aisée ou si on vient du même milieu social si on vient de ce milieu social-là, on va dire. Tout simplement parce qu'on a l'habitus, pour reprendre les mots de Bourdieu, qui va avec. On a les codes, etc. Mais je déteste les discours fatalistes et défaitistes. Et en fait, n'importe qui peut, avec le bon niveau d'effort et toujours un petit peu de chance, s'élever. Et moi, j'encourage toutes les personnes à se lancer parce que certes, quand on entreprend, on n'a pas beaucoup de chances de réussir, statistiquement. Je crois que c'est 80% des boîtes qui meurent dans les 2 ans. Et si on n'essaye pas, si elles sont accompagnées. Sauf si elles sont accompagnées. Non, mais c'est important de le dire parce que pour vrai. celles et ceux qui nous découvrent et qui se lancent, maintenant, tu as tellement de réseaux d'accompagnement qui t'aident à tous les niveaux de la boîte et à toutes les phases de vie de la boîte qu'il faut en profiter, quoi. Puis les statistiques montrent que tu as moins de chances d'échouer quand tu es accompagné. Tu as moins de chances d'échouer quand tu n'es pas un solo founder, donc quand tu as des associés, parce que tu tiens plus le coup. Et quand tu es accompagné, mais statistiquement, quand même, les chances sont contre toi, j'ai envie de dire. Mais c'est un discours qu'on me tient souvent, mais n'empêche que si tu n'essayes pas, tu as 0% de chance de réussir. Ouais. Mais là où le loto dit 100% des gagnants ont joué, c'est un peu ça. Tu as plus de chances de gagner qu'au loto, a priori. Beaucoup plus de chances. Et je pense que le voyage en vaut toujours la chandelle. Et moi, ce que j'essaie de dire aussi aux entrepreneurs, c'est soyez pas non plus obsédés par le résultat. Essayez de créer un environnement où vous allez être heureux. Ouais. Essayez de créer un environnement où vous allez... moi, ce que j'essaie de faire, c'est je trouve que le luxe de l'entrepreneur, c'est de pouvoir choisir les personnes avec qui on travaille. Donc, choisissez des associés, des employés que vous trouvez brillants humainement et professionnellement. Faites en sorte d'apprendre sur des sujets qui vous passionnent. Donc là, par exemple, avec mon associé sur mon nouveau projet, on se lance dans la création de contenu pas mal sur LinkedIn. Ouais. C'est un truc que j'ai jamais fait, qu'on ne sait pas faire. Moi, j'ai toujours fait plutôt du commercial un peu pur et dur. On n'a pas fait de stratégie, de contenu, tout ça. Donc là, on commence un peu à faire ça. Donc c'est super rigolo. Enfin, on apprend, quoi. Donc moi, en fait, si tu crées les conditions pour t'épanouir et être heureux pendant le process, tu peux pas perdre. Même si la boîte elle crache ou quoi derrière, tu auras tellement appris. Voilà.
Eh ben nous, on s'entoure de super équipes pour monter ces super formats. Je m'entoure en l'occurrence de Sacha et c'est un plaisir de te retrouver quasiment à chaque épisode, chaque semaine. Partagé. Et c'est l'occasion surtout de rencontrer des entrepreneurs. Et je pense qu'elle est aussi là, notre passion, c'est comprendre les entrepreneurs, mais surtout l'esprit humain. Et l'inspiration que ça donne aux auditeurs, et enfin à nous en premier, mais aux auditeurs également. Ouais, on pourrait ne pas diffuser, c'est le même kiff. C'est vrai. Un immense merci à toi Arnaud. On va simplement se quitter avec la musique sur laquelle tu as fêté le deal. Et je crois qu'il y a une histoire, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as eu le petit moment avec les associés après la session, mais surtout vous l'avez fêté comment? On peut parler dessus ou pas? Je la connais pas. Enfin, je crois pas. Tu peux, ouais. Allez, Faut pas la mettre trop fort. On démarre doucement. Attends. C'est un peu électro. Ok. Hop, je démarre doucement. Et tu nous racontes. Ouais. Ouais, donc pour fêter ça, on a fait une grande fête dans mon appart parisien. J'ai invité tous nos employés, tous nos anciens employés, tous nos mentors. Donc ouais, c'était chouette parce qu'en fait tout le monde a gagné quand même dans le deal. Nous, nos investisseurs, les employés qui ont eu des meilleurs postes, des promotions, tout ça. Donc voilà, c'était la grosse stuff. Petit moment où aussi on a mis du temps à réaliser. Donc c'est ces moments-là où voilà, on a un peu si laissé là relâcher. Tu célèbres pas, tu célèbres jamais. Voilà, quoi. c'est ça. Et des moments difficiles dans l'entrepreneuriat, donc il faut célébrer aussi les victoires, quoi. Et ben on se met tous dans la peau d'Arnaud, de ses équipes, de ses mentors. On est dans son appart. On ferme les yeux. Ou pour certains et certaines, on court. Et on finit son running sur ce son Wicked Games. Effectivement. Merci Sacha. Merci Tom. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud. Et merci à vous toutes et tous qui nous suivez sur Cash Out.